Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle lecture. Avant de commencer, vous l'avez peut-être entendu, mais j'ai un nouveau micro. C'est le Blue Yeti. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'audio. S'il est un peu trop fort, si il vous convient, ou si vous préfériez celui d'avant, qui est celui de mon téléphone tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me permettra de voir un peu ce que je peux changer pour les prochaines vidéos. Enfin bref. Aujourd'hui, on va lire une histoire, comme d'habitude. Une histoire complète. C'est le songe d'une nuit d'été. Et donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, couché ou assis, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et de commencer cette lecture. Il y a à peu près 40 pages, il me semble, 30 pages plutôt. Voilà. Hop. Le songe d'une nuit d'été. Il existait à Athènes une loi qui donnait à ses citoyens le pouvoir d'obliger leurs filles à épouser qui bon leur semblait. Si une jeune fille repoussait d'épouser l'homme que son père lui avait choisi pour mari, le père avait le droit, en vertu de cette loi, de la faire condamner à mort. Mais comme il est rare qu'un père désire la mort de sa propre fille, quand bien même elle se montrerait quelque peu indocile, cette loi n'était que rarement, voire jamais, appliquée, même si les parents ne manquaient probablement pas d'en agiter la menace. Il arriva cependant un jour qu'un vieil homme, un certain Égée, se présenta en personne devant Thésée, alors duc d'Athènes, pour se plaindre que sa fille, Hermia, à qui il avait ordonné d'épouser Démétrius, jeune homme d'une noble famille athénienne, refusait de lui obéir, parce qu'elle aimait un autre jeune Athénien, Lysandre. Égée demanda justice au duc. Il désirait que la cruelle loi fût appliquée à sa fille. Pour justifier sa désobéissance et son refus de se plier aux exigences de son père, Hermia expliqua que Démétrius avait autrefois déclaré sa flamme à sa chère amie Héléna, et que celle-ci aimait passionnément Démétrius. Aussi estimable que fût cette raison, elle n'émut pas l'inflexible Égée. Thésée était un prince respecté et magnanime, mais il n'avait pas le pouvoir de changer les lois de son pays. Il donna 4 jours de réflexion à Hermia, et si au terme de ce sursis, elle refusait toujours d'épouser Démétrius, elle serait condamnée à mort. Après avoir quitté le duc, Hermia alla trouver son amant Lysandre et lui raconta l'épouvantable choix auquel elle était confrontée. Soit elle renonçait à lui et épousait Démétrius, soit elle perdait la vie dans 4 jours. Lysandre fut profondément affligé
qu'il avait une tante qui habitait à quelque distance d'Athènes, et que là où elle vivait, Hermia ne pourrait pas être soumise à cette loi cruelle, car cette loi ne s'étendait pas au-delà des limites de la cité. Il proposa à Hermia de s'enfuir de la maison de son père cette nuit même, et de l'accompagner chez sa tante, où il l'épouserait. Je vous retrouverai, dit Lysandre, dans le bois qui se trouve à quelques lieues d'Athènes, dans cette charmante forêt, où nous nous sommes si souvent promenés avec Héléna pendant le joli mois de mai. Hermia accueillit joyeusement cette proposition. Elle ne parla à personne, sauf à son amie Héléna, de son intention de s'enfuir. Cependant, comme bien des jeunes filles font des choses stupides par amour, Héléna décida mesquinement d'aller tout raconter à Démétrius. Elle ne pouvait espérer tirer un quelconque avantage en trahissant le secret de son ami, si ce n'est le piètre plaisir de suivre son déloyal amoureux dans la forêt, car elle savait que Démétrius s'élancerait à la poursuite d'Hermia. Le bois dans lequel Lysandre et Hermia avaient prévu de se retrouver était le domaine favori de ces petites créatures que nous appelons des fées. C'est là qu'Oberon et Titania, le roi et la reine des fées, accompagnés de leur toute petite troupe, donnaient leur fête nocturne. À cette époque, une bien triste mésentente régnait entre le petit roi et la petite reine des esprits, quand ils se retrouvaient au clair de lune, dans les allées ombragées de ce charmant bois. Il ne manquait pas de se quereller, au point que tous les elfes apeurés fouillaient se cacher dans les cupules des clans. Le refus de Titania de céder à Oberon, un petit garçon qu'elle avait enlevé, était la cause de ce regrettable différend. À la mort de la mère de l'enfant, dont elle était l'amie, la reine des fées avait volé le garçon à sa nourrice pour l'élever dans les bois. Cette nuit où les amoureux devaient se retrouver, comme Titania se promenait dans la forêt avec quelques-unes de ses demoiselles d'honneur, elle rencontra Oberon, accompagné de sa suite de courtisans. Quelle fâcheuse rencontre au clair de lune, orgueilleuse Titania, dit le roi des fées. Comment jaloux Oberon, est-ce toi? Mais fée, partons d'ici, j'ai renoncé à sa compagnie, reprit la reine. Pas si vite, imprudente fée, reprit Oberon. Ne suis-je pas ton seigneur? Pourquoi Titania contrarierait-elle son époux? Donne-moi ce petit garçon volé, j'en ferai mon écuyer. Apaise ton cœur, répondit la reine. Je ne te vendrai pas ce garçon, pas même pour ton royaume féerique. Elle abandonna alors le seigneur à sa colère. Eh bien, va ton chemin, dit Oberon, avant que l'aube ne pointe, je te châtierai pour cet affront. Oberon fit alors venir Puck, son favori et conseiller personnel. Puck, ou comme on l'appelait parfois, Robin Bonenfant, était un esprit rusé et malicieux, qui avait l'habitude de jouer des tours dans les villages voisins. Tantôt il entrait dans les étables et égrémait le lait, tantôt
bientôt il plongeait sous une forme légère et aérienne dans la barrette et agitait sa fantasmagorique silhouette, alors que la crémière se démenait enfin pour transformer sa crème en beurre. Les paysans du village n'étaient pas plus heureux. S'ils prenaient plaisir à Puck de leur jouer des farces dans les cuves en cuivre de la brasserie, la bière était toujours gâtée. Quand quelques villageois se réunissaient pour partager une bonne bière, ils sautaient dans le pichet sous la forme d'une pomme cuite, et au moment où une vieille matrone voulait boire, ils gigotaient contre ses lèvres et renversaient la bière sur son menton flétri. Si peu après, elle s'asseyait, d'un air grave pour raconter à ses voisins une histoire triste et profonde. Puck faisait glisser son trépied et la faisait choir. Alors les vieilles commères se tenaient les côtes de rire, se moquaient d'elle et juraient qu'elle n'avait jamais passé un moment aussi gai. Viens ici, Puck, dit Oberon au joyeux petit vagabond nocturne. Va me chercher cette fleur que les jeunes filles appellent pensée d'amour. Le suc de cette petite fleur violette déposée sur les paupières des personnes endormies les pousse au réveil à s'amouracher de la première créature venue. J'en laisserai tomber un peu sur les paupières de Titania, quand elle dormira, et le premier qu'elle verra en ouvrant les yeux, elle en tombera amoureuse, que ce soit un lion, un ours, un singe furetteur ou un énergique macaque, avant de délivrer sa vue de cet ensorcellement. Ce que je pourrais faire avec un autre charme que je connais, je l'obligerai à me donner ce garçon pour en faire mon écuyer. Puck, qui aimait l'espièglerie jusqu'au plus profond de son âme, fut très amusé par les manigances de son maître et courut chercher cette fleur. Alors qu'il attendait son retour, Oberon vit Démétrius et Helena entrer dans le bois. Il entendit Démétrius qui reprochait à Helena de le suivre. Démétrius n'avait que des paroles désobligeantes à la bouche, alors qu'Helena lui faisait de tendres remontrances, lui rappelant son amour passé et ses déclarations sincères. Il l'abandonna à la merci des bêtes sauvages, comme il le dit, et elle se mit à courir après lui aussi vite qu'elle le pouvait. Le roi des fées, qui avait toujours été bienveillant avec les amoureux, éprouva une profonde sympathie pour Helena, puisque ces jeunes gens avaient l'habitude de se promener au clair de lune dans ce charmant bois. Ainsi que l'avait rappelé Lysandre, Oberon avait peut-être aussi vu Helena en ces temps heureux où elle était aimée de Démétrius. Quoi qu'il en soit, lorsque Puck revient avec la petite fleur violette, Oberon lui dit: prends un morceau de cette fleur. Il y a ici une aimable Athénienne qui est amoureuse d'un jeune homme qui la dédaigne. Si tu trouves ce garçon endormi, verse un peu de ce suc d'amour sur ses yeux, mais arrange-toi. Mais arrange-toi pour qu'elle soit près de lui, afin qu'elle soit le premier être sur lequel il pose son regard à son réveil. Tu reconnaîtras le garçon
à son costume athénien. Puck promit de s'occuper de cette affaire avec diligence. Alors Oberon se rendit discrètement dans la charmille où Titiana se disposait à se coucher. Le lit de la fée était un talus où poussaient du thym sauvage, des primes verts et de tendres violettes. Sous un dais de chèvrefeuille, de roses musclées et d'églantiers. Titania y passait toujours une partie de la nuit, enveloppée dans la peau écaillée d'un serpent, qui malgré sa petite taille, était assez large pour couvrir une fée et faire office de couvre-lit. Oberon trouva Titania, qui donnait des ordres à ses fées sur la façon dont elles devraient s'occuper pendant son sommeil. Certaines d'entre vous, disait-elle, iront tuer les vers dans les boutons de roses musquées. D'autres iront guerroyer contre les chauves-souris, afin de confectionner avec la peau de leurs ailes des manteaux pour mes petits elfes, et quelques-unes veilleront à ce que le hibou criard qui ulule la nuit ne s'approche pas de moi, mais d'abord chanter pour m'endormir. Alors elles se mirent à fredonner. Serpent à jeter à la langue bifide, hérisson épineux, restez cachés. Salamandre orvet, gardez-vous de toute malfaisance. Éloignez-vous de la reine des fées. Philomèle, mélodieusement, chante ta douce berceuse. Lula, 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 bye, lula, 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 bye. Que ni malheur, ni charme, ni sortilège n'approche de notre aimable dame, et bonne nuit au son de notre berceuse. Lorsque la reine se fut endormie, à l'écoute de cette agréable berceuse, les fées la quittèrent pour s'acquitter des éminentes corvées qu'elle leur avait confiées. Oberon s'approcha alors doucement de Titania et laissa tomber quelques gouttes de sucre d'amour sur ses paupières en prononçant ces paroles. Celui que tu verras à ton réveil, tu en tomberas amoureuse. Mais revenons à Hermia, qui s'était enfuie cette nuit-là de la maison de son père pour échapper à la mort à laquelle elle était promise. Après avoir refusé d'épouser Démétrius, quand elle entra dans le bois, elle retrouva son cher Lysandre, qui l'attendait pour la conduire chez sa tante. Cependant, avant d'avoir traversé la moitié de la forêt, Hermia se sentit si fatiguée que Lysandre, plein d'attention pour sa bien-aimée, qui lui avait prouvé son affection, en allant jusqu'à risquer sa vie par amour pour lui, la persuada de se reposer jusqu'au matin. Sur un moelleux talus de mousse, il s'allongea lui-même à côté d'elle, et ils s'endormirent bientôt profondément sur ces entrefaites. Arriva Puck, voyant ce beau jeune homme endormi, vêtu à la mode athénienne, et à ses côtés une jolie fille sommeillant. Il en déduisit que ça devait être le jeune Athénien et son dédaigneux amant, à la recherche desquels Oberon l'avait envoyé. Il pensa naturellement que, puisqu'ils étaient seuls, elle serait le premier être que le jeune Athénien verrait à son réveil. Aussi, sans plus attendre, il versa un peu de sucre de la petite fleur violette sur ses yeux, mais il arriva qu'Héléna vint à passer par là, et lorsque Lysandre ouvrit les yeux,
Elle fut la première créature qu'il contempla, et non Hermia. Aussi bizarre que cela soit, le charme d'amour était si puissant que tout son amour pour Hermia se volatilisa, et Lysandre tomba immédiatement amoureux d'Héléna. Si Lysandre avait d'abord vu Hermia à son réveil, la bévue de Puck aurait été sans conséquence, car il n'aurait pu aimer davantage sa fidèle amante. Mais que le pauvre Lysandre, sous l'empire du charme d'amour des fées, soit poussé à oublier Hermia pour courir après une autre belle et à l'abandonner, endormie et seule, au milieu du bois de pleine nuit. Voilà qui était joué de malchance. Comment ce malheur advint-il? Héléna, comme nous le savons, avait essayé de suivre Démétrius lorsqu'il l'avait si grossièrement abandonnée. Mais elle n'avait pu soutenir longtemps cette poursuite inégale, les hommes étant toujours plus endurants que les femmes. Héléna avait ainsi rapidement perdu de vue Démétrius, et comme elle errait abattue et désespérée, elle était arrivée à l'endroit où Lysandre dormait. Ah, dit-elle, voici Lysandre étendu sur le sol. Est-il mort ou endormi? Elle le toucha doucement et lui dit: Mon ami, si tu es vivant, réveille-toi. À ces mots, Lysandre ouvrit les yeux, et le charme d'amour commençant à opérer, il lui adressa aussitôt d'extravagantes et extatiques paroles d'amour. Il lui dit que sa beauté surpassait celle d'Hermia, comme celle de la colombe surpasse celle de la corneille, que pour elle, il courrait à travers les flammes, et fit bien d'autres déclarations d'amour de ce genre. Héléna, qui savait que Lysandre était amoureux de son amie Hermia, et qu'il avait solennellement promis de l'épouser, entra dans une grande fureur en l'entendant divaguer ainsi, car elle pensait, quoi de plus normal, que Lysandre se jouait d'elle. Oh, dit-elle, suis-je donc née pour être moquée et méprisée de tous? N'est-ce pas assez, jeune homme, que je ne puisse jamais obtenir un doux regard ou une parole aimable de Démétrius, sans que tu feignes, mon ami, de me courtiser avec tant d'insolence? Je pensais, Lysandre, que tu étais un gentilhomme, plus honnête et courtois. Après avoir ainsi exprimé son courroux, elle s'enfuit, oubliant tout à fait Hermia, qui dormait encore. Lysandre la poursuivit. Quand Hermia s'éveilla, elle fut effrayée de se retrouver seule, ignorant ce qui était arrivé à Lysandre, ni quel chemin elle devait prendre pour le retrouver. Elle ira dans les bois. Pendant ce temps, Démétrius, qui n'avait pas pu trouver Hermia et son rival Lysandre, dormait à point fermé, fatigué par ses recherches infructueuses. Oberon, qui l'observait, après avoir interrogé Puck, il avait découvert qu'il avait appliqué le charme d'amour sur les paupières de la mauvaise personne. Ayant retrouvé Démétrius, il en déposa quelques gouttes sur ses paupières closes. Démétrius se réveilla instantanément, et voyant Héléna, il lui adressa des déclarations d'amour comme Lysandre l'avait
auparavant. Au même instant, Lysandre arriva poursuivi par Hermia. À cause de la malencontreuse méprise de Puck, c'était en effet au tour d'Hermia de courir après son amoureux. Lysandre et Démétrius, l'un et l'autre sous l'emprise du puissant charme, se mirent alors à parler ensemble et à soupirer d'amour pour Héléna. Étonnée, Héléna pensa que Démétrius, Lysandre et Hermia, sa chère amie de jadis, avaient manigancé de concert pour se moquer d'elle. Hermia était tout aussi surprise qu'Héléna. Elle ne comprenait pas pourquoi Lysandre et Démétrius, qui l'avaient tous deux aimée auparavant, étaient maintenant amoureux d'Héléna. À ses yeux, cette affaire n'avait rien d'une plaisanterie. Les deux jeunes femmes, qui auparavant avaient toujours été les plus chères amies, se cherchèrent alors querelle. Cruelle Hermia, dit Héléna, c'est toi qui as encouragé Lysandre à me blesser par ses louanges moqueuses. Et ton autre amoureux Démétrius, qui me repoussait du pied, n'est-ce pas toi qui lui as soufflé de m'appeler déesse, nymphe, rare, précieuse et céleste? Il ne me parlerait pas ainsi, à moins qu'il déteste, si tu ne l'avais incité à se jouer de moi. Cruelle Hermia, qui te ligue avec les hommes pour rire de ta pauvre amie. As-tu oublié notre amitié du temps de l'école? Que de fois, Hermia, nous avons été assises sur les mêmes coussins, fredonnant toutes les deux les mêmes chansons, brodant avec nos aiguilles la même fleur, travaillant sur le même canevas. Nous avons grandi ensemble à la manière de deux cerises jumelles, à peine séparées. Hermia, ce n'est ni aimable ni digne d'une jeune fille de te joindre aux hommes pour tourner en ridicule ta pauvre amie. Je ne comprends pas tes reproches, répondit Hermia. Je ne te raille pas, c'est toi, il me semble, qui se moque de moi. Oh, allons, repartit Héléna. Continue, affecte cet air grave et fais-moi des grimaces quand je te tournerai le dos. Échangez des clins d'œil entre vous et poursuivez cette douce plaisanterie. Si tu avais un peu de pitié, de délicatesse ou de manière, tu ne te servirais pas de moi ainsi. Pendant qu'Héléna et Hermia échangeaient ces paroles acrimonieuses, Démétrius et Lysandre les quittèrent afin de se battre pour l'amour d'Héléna. Quand les jeunes filles s'aperçurent qu'il était parti, elles s'en allèrent et épuisées errèrent de nouveau dans les bois, à la recherche de leur amoureux. Dès qu'elles se furent éloignées, le roi des fées qui avait écouté leur querelle en compagnie du petit Puck dit voilà le fruit de la négligence, Puck, à moins que tu n'aies fait cela volontairement. Crois-moi, roi des sombres, répondit Puck. C'était une méprise. Ne m'aviez-vous pas dit que je reconnaîtrais l'homme à son costume athénien? Malgré tout, je n'en suis pas fâché, car leurs chamailleries m'ont bien diverti. Tu as entendu, poursuivit Oberon, que Démétrius et Lysandre sont partis à la recherche d'un endroit où se battre. Alors fais comme je t'ordonne. Couvre la nuit d'un épais brouillard et égare ses amoureux belliqueux dans l'obscurité, de telle sorte qu'ils ne puissent se retrouver. Imite tour à tour la voix de l'un et de l'autre, et lance-leur des railleries cinglantes. Ainsi, croyant entendre leur adversaire, ils seront incités à te suivre. Poursuis ce manège jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue, et quand tu les trouveras endormis, fais tomber le suc de cette autre fleur sur les yeux de Lysandre. Quand il se réveillera, il aura oublié son amour pour Héléna et reviendra à son ancienne passion pour Hermia.
Alors chacune de ces deux honorables jeunes femmes pourra être heureuse avec l'homme qu'elle aime. Elles penseront que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve sans importance. Hâte-toi, Puck. Moi, je vais aller voir quel tendre amant ma Titania a trouvé. La reine des fées dormait encore. Près d'elle se reposait un bouffon qui s'était égaré dans les bois. Voilà l'homme qui sera l'amant de Titania, dit Oberon. Il enfonça alors sur la tête du bouffon une tête d'âne qui lui allait si bien qu'on avait l'impression qu'elle avait poussé sur ses épaules. Même si Oberon avait agi délicatement, le bouffon se réveilla et se leva, ignorant de ce qui venait de se passer. Il alla vers la charmille où dormait la reine des fées. Oh, quel est cet ange, fit Titania en ouvrant les yeux, le suc de la petite fleur violette commençant à faire son effet. Elle ajouta: Es-tu aussi sage que tu es beau? Madame, si j'avais assez d'esprit pour trouver le... Madame, si j'avais assez d'esprit pour trouver le moyen de sortir de ces bois, je n'en demanderais pas davantage, répondit le ridicule bouffon. Nul ne désire sortir de ces bois, dit la reine, énamourée. Je suis un esprit d'un ordre supérieur. Je t'aime. Viens donc avec moi, et je te donnerai des fées pour te servir. Elle appela alors 4 de ses fées. Elles se nommaient Fleurs, des pois, toiles d'araignée, papillons de nuit et graines de moutarde. Occupez-vous de ce gentilhomme, leur dit la reine. Bondissez dans ses pas et combattez sous ses yeux. Nourrissez-le de raisins et d'abricots et dérobez pour lui les sacs de miel des abeilles. Viens, assieds-toi avec moi, ajouta-t-elle en se tournant vers le bouffon. Laisse-moi jouer avec ta charmante joue poilue. Oh, mon bel âne, et embrasser tes belles et grandes oreilles. Oh, mon doux plaisir. Où est Fleur des Bois? Demanda le clown à tête d'âne, qui ne se souciait guère de la cour que lui faisait la reine des fées, mais appréciait ses nouveaux compagnons. Me voici, monsieur, dit Fleur des Bois. Gratte-moi la tête, ordonna le bouffon. Où est Toile d'araignée? Me voici, monsieur, dit Toile d'araignée. Cher monsieur Toile d'araignée, dit le ridicule bouffon, tue-moi le bourdon rouge sur le sommet de ce chardon là-bas, et apporte-moi son sac de miel. Garde ton calme, cher monsieur, et fais bien attention que le sac de miel ne s'évendre pas. Je serais désolé de te voir inondé de miel. Où est Graine de moutarde? Me voici, monsieur, dit Graine de moutarde. Que désirez-vous? Dit le bouffon. Cher monsieur Graine de moutarde, si ce n'était été monsieur Fleur de Bois à me gratter, je devrais aller chez le barbier, monsieur Graine de moutarde, car il me semble que j'ai le visage formidablement velu. Mon tendre amour, dit la reine, que désires-tu manger? J'ai une fée agile qui ira fouiller dans les provisions de l'écureuil et t'apportera des noix fraîches. Je préférerais une poignée de pois secs, dit le bouffon, qui, avec sa tête d'âne, avait aussi un petit âne, un appétit d'âne. Mais je vous en supplie, empêchez vos gens de me déranger, car j'ai une soudaine envie de dormir. Dors donc, dit la reine, et je te serai dans mes bras. Oh, comme je t'aime, comme je t'adore. Lorsque le roi des fées vit le bouffon endormi dans les bras de la reine, il se présenta devant elle et lui reprocha d'avoir prodigué sa faveur à un âne.
Elle ne put nier, car le bouffon sommeillait alors dans ses bras avec sa tête d'âne, comme qu'elle avait elle-même couronnée de fleurs. Après l'avoir taquiné pendant un moment, Oberon exigea de nouveau le garçon d'enlever. Honteuse d'avoir été surprise par son épouse avec son nouveau favori, Titania n'osa pas le lui refuser, ayant ainsi obtenu le petit garçon qu'il avait si longtemps désiré pour en faire son écuyer. Oberon eut pitié de l'indigne situation dans laquelle, par sa malicieuse manigance, il avait poussé Titania et il versa dans ses yeux quelques gouttes de sucre de l'autre fleur. La reine des fées reprit aussitôt ses esprits, s'étonnant de son gadisme avancé. Elle affirma alors que la vue de l'étrange monstre lui faisait maintenant horreur. Oberon ôta également la tête d'âne des épaules du bouffon et le laissa finir sa sieste avec sa tête d'idiot. Oberon et Titania étant maintenant réconciliés, il lui raconta l'histoire des amoureux et de leur querelle nocturne. Elle accepta de l'accompagner et d'assister à la fin de cette aventure. Le roi et la reine des fées trouvèrent les amants et leurs belles, endormis dans une prairie, non loin les uns des autres avec une grande diligence. Puck, pour se racheter de sa méprise, s'était arrangé pour les réunir à leurs insus, grâce à l'antidote que le roi des fées lui avait donné. Il avait pris soin de libérer la vue de Lysandre du charme. Hermia fut la première à se réveiller, trouvant son volage Lysandre endormi à ses côtés. Elle le regarda et s'étonna de son étrange inconstance. Lysandre ouvrit alors les yeux et regarda sa chère Hermia, ayant retrouvé sa raison que le charme des fées avait précédemment obscurcie. Il retrouva aussi son amour pour Hermia. Ils se mirent alors à parler des aventures de la nuit et se demandaient si ces choses étaient réellement arrivées, ou s'ils avaient tous deux été trompés par la même rêve déroutant. Helena et Démétrius étaient eux aussi réveillés, un doux sommeil ayant apaisé l'esprit troublé et furieux d'Helena. Elle écoutait avec ravissement les protestations d'amour de Démétrius, qui, à sa grande surprise et pour son plus grand plaisir, paraissait sincère. N'étant plus des rivales, nos jeunes et jolis noctambules redevinrent de vrais amis. Elles se pardonnèrent toutes leurs paroles désobligeantes et se consultèrent calmement afin de savoir ce qu'il fallait faire dans ces circonstances. Il fut bientôt convenu que Démétrius, qui avait renoncé à ses prétentions sur Hermia, s'efforcerait de convaincre le père d'Hermia de révoquer la cruelle sentence de mort qui avait été prononcée contre elle. Démétrius se préparait à retourner à Athènes pour accomplir cette mission amicale, lorsqu'ils furent surpris par l'arrivée inattendue d'Égée, le père d'Hermia, qui s'était aventuré dans les bois à la poursuite de sa fille. Comprenant que Démétrius n'épouserait pas sa fille, Ésée ne s'opposa plus à son mariage avec Lysandre. Il consentit à ce qu'il se marie 4 jours plus tard, le jour même où Hermia aurait dû être mise à mort. Ce même jour, Helena accepta avec joie d'épouser son bien-aimé, et désormais fidèle Démétrius. Le roi et la reine des fées, spectateurs invisibles de cette réconciliation, assistèrent à l'heureux dénouement des aventures des amoureux, opérées grâce au bon office d'Oberon. Ils en étaient si satisfaits qu'ils décidèrent de célébrer eux aussi ces noces, en offrant des divertissements et des
jouissances à tout leur féerique royaume. Et maintenant, si quelqu'un s'offusque de ce conte de fées et du récit de leur farce, les jugeant invraisemblables et étranges, ils n'ont qu'à se dire qu'ils se sont assoupis et ont rêvé, et que toute cette aventure n'était que des visions aperçues dans leur sommeil. Mais j'espère qu'aucun de mes lecteurs ne serait assez déraisonnable pour s'offusquer d'un innocent songe d'une nuit d'été. Voilà les amis, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Et voilà, et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Et nous, on se retrouve pour la prochaine